Donc voilà, on a essayé d'illustrer comment ce lab, il était un lieu de coopération. Ce qu'on va maintenant voir, c'est comment ce lab, il est devenu en fait un lieu de lien intergénérationnel. Donc on l'a déjà un petit peu entendu avec les propos de Joëlle qui avait bien retenu que tous ces jeunes avaient des idées et elle avait apprécié le fait qu'ils réfléchissent au vieillissement alors qu'ils n'étaient pas forcément directement concernés. L'une des grandes forces de ce lab qu'on a créé, c'est finalement sa méthodo qui est axée sur ce qu'on appelle un casting. C'est-à-dire que finalement les inscriptions, elles se font parce qu'on active nos réseaux, parce qu'on s'appuie aussi sur les institutionnels des territoires et on sait que finalement on doit avoir tant de professionnels, tant d'élus, tant de personnes âgées, tant d'étudiants. Et puis en fait, l'un des premiers enseignements de notre saison 1, comme on aime à l'appeler, ça avait été en fait la mise en lumière de la force de ce lien intergénérationnel, ce qui nous a conduit cette année à réfléchir même au lieu où se tenaient ces sessions du lab, ce qui nous ont conduit à l'université à Niort et puis à Anglette au lycée Stella Maris. Donc là, finalement, le lieu même, il avait un sens de façon à mixer un petit peu les publics. Donc ce lab, cette année, il est devenu un lieu de dialogue entre les générations pour imaginer comment vieillir ensemble et faire société. Et là, les lycéens, les étudiants, les professionnels, les retraités ont échangé sur cette thématique de prévention. Et ce lab est bien devenu un lieu de lien intergénérationnel. Alors quand on parle de lien intergénérationnel, on désigne un ensemble des liens qui se tissent entre des personnes âgées au sein d'une même famille ou en dehors. Ce sont des échanges qui reposent sur la transmission des expertises et des savoirs. Et ce qui est bien dans les liens intergénérationnels, c'est que ça va en général dans les deux sens. C'est bien plus que des moments partagés. Ces échanges permettent aux générations de mieux se comprendre, de s'enrichir mutuellement. Ils aident les plus jeunes à développer leur empathie, leur patience et leur tolérance. Et puis pour les seniors, on l'a entendu, c'est un moyen de rompre l'isolement. Au contact des plus jeunes, ils peuvent se sentir valorisés, stimulés et gagner aussi en énergie, voire même en joie de vivre. En retour, ils leur apportent des repères, une écoute, une attention bienveillante. Pour parler finalement de la richesse de ces liens intergénérationnels, nous allons donner la parole à Jean-Luc Broustis qui va nous rejoindre de Petits Frères des Pauvres et qui va nous faire un bref résumé de ce qu'on peut trouver dans le rapport 2024 qui s'appelle « La force du lien intergénérationnel » et donc qui a été conduit par Petits Frères des Pauvres. Jean-Luc, je te laisse la parole. Bonjour. Alors, c'est pas 2024, c'est 2023, parce que depuis, on en a fait d'autres. C'est celui-là, voilà. Alors, vous le retrouverez sur Internet. Il s'appelle donc Isolement des personnes âgées et liens entre générations. Il est sorti donc le 1er octobre 2023. C'est qu'en 2024, on a fait un sur la pauvreté, vivre sous le seuil de pauvreté, quand on a plus de 60 ans. Et en 2025, là, très récemment, on vient de republier le baromètre sur l'isolement social, avec ce chiffre un petit peu vertigineux qu'il y a 750 000 personnes en situation de mort sociale parmi les personnes âgées à l'heure actuelle. Alors effectivement, en 2023, pourquoi on est allé sur cette idée de lien entre générations ? Pour une première raison, c'est qu'on sortait de la crise sanitaire. Et pendant la crise sanitaire, il y a eu quelques petits débats comme ça qui n'ont pas forcément... il y avait un petit discours en fond de décor sur le rapport jeune-vieux. Voilà, les hôpitaux sont saturés par les personnes âgées, les questions de vaccination, ils sont prioritaires, ça, bon. Et on était un petit peu inquiets en se disant, est-ce qu'on n'est pas en train de construire une société où il y a peut-être une nouvelle discrimination qui pointe le jour autour de l'agisme, voilà. Et donc, on a voulu vérifier avec donc une étude
qui a été menée par le CSA, avec 2 échantillons. Un échantillon qui s'est interrogé sur la population des 18-30 ans et un deuxième échantillon qui s'est interrogé sur la population des plus de 60 ans. Voilà. Et voir un petit peu comment ça fonctionnait. Alors, je ne vais pas vous détailler les chiffres parce que, d'ailleurs, je ne sais même pas combien de temps j'ai. D'accord, oui, je peux être bavard sinon. Voilà. Donc, du coup, je ne vais pas vous détailler les chiffres là, mais à la lecture du rapport, quand même, on s'aperçoit, et c'est plutôt une bonne nouvelle, que non, effectivement, il n'y a pas une guerre des générations. Mais attention, quand même. Il y a des fois, il y a quand même des petits signaux d'alerte. Et on les revoit venir, même actuellement, dans les débats qui peuvent avoir lieu là, autour, non plus donc du Covid maintenant, mais de la transition démographique. Voilà, on sait qu'on avance vers une société vieillissante. En 2033, il y aura la moitié de la population française qui aura passé largement l'âge des 60 ans. Aujourd'hui, selon l'INSEE, il y a 15 millions de personnes qui ont moins de 20 ans et il y en a déjà 20 millions qui ont plus de 60 ans. Voilà. Donc, si on n'est pas vigilant, malgré tout, c'est vite facile à un moment donné de chercher des boucs émissaires. Voilà. Et donc, ce rapport nous a permis quand même de nous rassurer un petit peu sur le fait qu'effectivement, il n'y a pas forcément, non, il n'y a pas une guerre des générations, et ça c'est tant mieux. Mais malgré tout, il y a du travail à faire sur comment rapprocher les générations. Et déjà, derrière ce mot intergénération, ce qu'il faut se dire, c'est que on a tendance des fois à regarder les plus jeunes et les plus âgés. Un travail sur l'intergénération, c'est les différentes générations, voilà, qui se succèdent les unes après les autres. Voilà. Et quand on parle d'intergénération, il faudrait éviter de penser EHPAD et crèche. Mais des fois, on a un petit peu ce raccourci en disant, voilà, on va mettre la crèche dans l'EHPAD ou l'EHPAD dans la crèche, je ne sais pas en quel sens. Voilà. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée non plus, d'ailleurs, mais ça, c'est mon avis très personnel. Rapprocher donc les générations. Alors, il y a un lieu de sociabilisation qui est le travail, on le sait. Tant qu'on est dans le monde professionnel, effectivement, on arrive à tisser et à retisser des liens. Voilà. Ça va interroger peut-être aujourd'hui sur les plans seniors et aussi sur le fait que malgré tout, on le sait, lorsque l'on est senior en entreprise, on a tendance à vite voir la porte de sortie s'ouvrir. Si on veut favoriser de l'intergénération, il va peut-être falloir aussi que dans les entreprises, on travaille de plus en plus sur les plans seniors. Code du travail, c'est 45 ans. Hein. Donc, j'en rassure quelques-uns ou j'en inquiète quelques-uns là au passage. Voilà. Là où ça devient plus difficile, c'est dans le monde associatif et dans le voisinage. Là, c'est plus les niveaux de lien entre générations sont déjà plus faibles et on se rend compte que on a plus tendance à fréquenter sa génération. Voilà, les liens amicaux, ils vont se faire dans sa génération. Donc là, il y a sûrement quelque chose encore à développer. On le voit à travers des fois des appels à projets, des demandes de dossiers de subvention, où effectivement certaines municipalités ou d'autres institutions sont attentifs aux proportions d'âge, y compris dans un conseil d'administration. Alors c'est vrai que dans un conseil d'administration, on a tendance à penser qu'il n'y a que des vieux, donc on va essayer de voir comment il y a aussi des jeunes dedans. Voilà. Mais effectivement, c'est des attentions auxquelles il faut être attentif, justement. C'est ce qu'elle veut dire. Bon. Un autre point, et ça, notre rapport de 2024 et le dernier baromètre qu'on vient de sortir en 2025 le montrent aussi, la précarité fragilise le lien social chez les jeunes comme chez les personnes âgées. Et on sait très bien aujourd'hui que chez les étudiants, effectivement, il y a de gros soucis de précarité et de gros soucis d'isolement. Voilà. Et là, jeunes et vieux, on est à peu près sur les mêmes problématiques, la tendance au repli liée aussi à la précarité. Donc, effectivement, il y a sûrement à travailler sur des initiatives. Alors, effectivement, il y a à travailler sur la question, les causes de la précarité.
il y a aussi à travailler sur des initiatives qui permettent de rapprocher jeunes et vieux. Et l'isolement social est donc un gros facteur qui isole les générations. Alors des solutions, très rapidement, j'ai encore 2 minutes, donc une solution par minute. Voilà, je m'étais dit comment renforcer la coopération entre générations. Je pensais à quelques exemples. J'en suis jaloux pour l'instant, mais j'espère qu'on arrivera à le monter. Mais je sais que, par exemple, l'association des petits frères et pauvres sur Nantes, avec les grandes écoles d'étudiants, vous savez, il y a une tradition dans les grandes écoles de bal de fin d'année. Et effectivement, ils ont imaginé l'an dernier un bal qui mêlait effectivement étudiants et personnes âgées qui étaient à proximité de la grande école. Et ça s'est traduit par une super soirée, ambiance. Vous pouvez imaginer bien ce que ça peut être. Autour du numérique aussi. Autour du numérique, il y a plein de choses à faire. Alors on se dit toujours que les jeunes maîtrisent facilement l'outil numérique, ce qui n'est pas toujours aussi vrai que ça. Il y a un certain nombre d'études qui montrent qu'il y a un taux d'électronisme aussi chez les jeunes. Voilà. On s'aperçoit aujourd'hui, on pensait que c'était en régression, on s'est aperçu en 2025 quand même que le taux d'électronisme chez les personnes âgées aussi est en train de remonter. Voilà. Donc il y a des expériences. On est partenaire, ressentez-vous les aussi, avec Silver Geek. Voilà une belle occasion effectivement d'essayer de rapprocher des générations et de tester effectivement ce lien entre les uns et les autres autour du jeu et du numérique. Voilà. Et puis enfin, l'autre point, c'est la lutte contre l'agisme, comme je vous disais au tout début. Voilà, il y a à faire quand même de ce côté-là. Et je vois effectivement dans certains schémas gérontologiques apparaître cette question-là de la lutte contre l'agisme. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut être attentif et continuer à avancer. On a un petit programme là-dessus. Je voulais juste terminer 30 secondes par une petite, mais là c'est très personnel, touche personnelle. Je connais aussi des lieux où l'intergénération marche très bien, de 10 ans à 80 ans, voire plus. Et c'est beaucoup de sociétés qui existent dans la région Nouvelle-Aquitaine, notamment, je pense, Lot-et-Garonne, Landes, Gironde un petit peu, Pays Basque. C'est les sociétés musicales. Allez voir une banda, allez voir une harmonie, vous verrez. Il y a beaucoup, et il y a un mélange autour de la musique aussi des générations. Voilà. Donc l'espoir n'est pas perdu. Merci beaucoup Jean-Luc pour cette petite note positive sur cette fin d'intervention.